Chapitre 4 – Le voyage dans les airs. La deuxième à droite et droit devant jusqu'au matin. Peter l'avait dit à Wendy, tel est le chemin qui mène à l'imaginaire. Mais les oiseaux eux-mêmes, quand ils auraient emporté des cartes pour les consulter à la croisée des vents, auraient trouvé ces renseignements insuffisants. Peter, voyez-vous, avait l'habitude de dire tout ce qui lui passait par la tête. Au début, ses compagnons se fièrent aveuglément à lui. C'était si agréable de voler qu'ils perdirent beaucoup de temps à tournoyer autour des clochers et des tours, seulement pour le plaisir. John et Michael faisaient la course à travers les espaces célestes. C'était autrement formidable que de voler dans une chambre. Dire qu'ils en étaient si fiers il n'y a pas si longtemps. Pas si longtemps, mais encore. Depuis combien de temps déjà ? Ils survolaient la mer quand cette question vint troubler Wendy. John estimait qu'ils en étaient à la 2e mer et à la 3e nuit. Je pense qu'on est à la 2e mer et à la 3e. Tantôt il faisait sombre, tantôt clair, tantôt glacial, tantôt étouffant. Avait-il vraiment faim ? Ou faisait-il seulement semblant parce que Peter avait un si drôle moyen de les approvisionner ? Cela consistait à poursuivre les oiseaux et à leur chipper la proie qu'ils tenaient dans leur bec quand elle était comestible pour l'homme. Les oiseaux essayaient de récupérer leurs biens et c'était de folles poursuites sur des centaines de kilomètres qui se terminaient par un partage à l'amiable. Non sans une légère inquiétude, Wendy observa que Peter ne semblait pas se douter que cette façon de gagner son pain quotidien n'était pas très régulière, ni qu'il existait d'autres manières de le faire. Quant à avoir sommeil, ils ne faisaient pas semblant, ils avaient sommeil. Et c'était dangereux car dès qu'ils s'endormaient, plouf, ils tombaient. Pour comble, Peter trouvait cela amusant. Oh, le voilà qui dégringole. S'écriait-il joyeusement quand Michael chutait comme une pierre. Sauve-le ! Suppliait Wendy avec un regard affolé vers la mer, si loin, là-bas, en bas. Peter finissait toujours par plonger et rattraper Michael juste au ras des flots. Son agilité tenait du miracle, mais il attendait toujours la dernière minute pour se porter à la rescousse. Et il était évident qu'il prenait plus d'intérêt à montrer son adresse qu'à sauver une vie humaine. En outre, étant d'humeur changeante, ce qui l'amusait en ce moment l'ennuyait l'instant d'après. Et l'on se demandait s'il n'allait pas vous laisser choir à la prochaine occasion. Lui-même était capable de dormir sans tomber. Il se mettait tout simplement sur le dos et flottait, car il était excessivement léger. Vous auriez pu le faire avancer rien qu'en soufflant dessus. Alors qu'on jouait à suivre le guide, Wendy chuchota à John. « Montre-toi plus courtois avec lui. » Qu'il cesse d'abord de crâner. Au jeu de suivre le guide, il fallait raser la crête des vagues et toucher au passage la queue des requins, de la même façon qu'on laisse courir sa main sur une rampe d'escalier. Peter était le seul à y réussir, et se retournait pour voir combien de fois les autres manquaient le but, ce qui, en effet, pouvait passer pour de la crânerie. « Vous devez être aimable avec lui. Que ferons-nous s'il nous abandonne ? Nous retournerons en arrière. Et comment retrouverons-nous notre chemin sans son aide ? En ce cas, nous poursuivrons en avant. Voilà justement ce qu'il y a de terrible, John. Nous serions obligés de continuer parce que nous ne savons pas comment nous arrêter. » C'était vrai, Peter avait oublié de le leur montrer. Si le pire devait arriver, il ne nous resterait qu'à poursuivre droit devant nous. Étant donné que la Terre est ronde, nous finirons bien par nous retrouver à un moment devant notre propre fenêtre. Et qui va nous donner à manger ? J'ai fauché une jolie prise au bec de cet aigle, Wendy. Oui, John, au 20e essai. Et même si nous devenions habiles à voler de la nourriture, tu vois bien, nous ne cessons de nous cogner au nuage quand il n'est pas là pour nous prendre par la main. Effectivement, ils n'arrêtaient pas de se cogner. Ils volaient plus sûrement à présent. Mais lorsqu'ils apercevaient un nuage devant eux, plus ils cherchaient à l'éviter, plus ils fonçaient droit dedans. Si Nana avait été là, Michael aurait porté un bandeau autour du front depuis longtemps. En ce moment, ils se sentaient un peu seuls là-haut. Peter les avait délaissés pour courir une aventure à laquelle ils n'auraient aucune part. Peut-être reviendrait-il, riant encore de la blague qu'il venait de dire à une étoile, mais qu'il avait déjà oubliée. Ou remonterait-il de la mer avec des écailles de sirène collées à la peau, mais incapable de raconter ce qui s'était passé. Pour des enfants qui n'ont jamais vu de sirène de leur vie, c'était plutôt irritant. Et s'ils les oublient si vite, comment pouvons-nous être sûrs qu'ils se souviennent de nous ? Car, à plusieurs reprises, il semblait les avoir oubliés. Wendy en était certaine. Une fois, elle avait même dû lui rappeler son nom. Et c'est moi, Wendy ! Ah Wendy, si jamais tu vois que je t'oublie, répète-moi ton nom sans arrêt, je te reconnaîtrai. Ce n'était guère rassurant. Toutefois, pour se faire pardonner, il leur apprenait à se laisser porter par les courants aériens qui suivaient la même direction. Ainsi couchés à plat ventre sur les vents, ils pouvaient dormir en toute sécurité. Mais Peter se lassait vite de dormir. Tout le monde descend.
Après un voyage follement gai, bien qu'entrecoupé de prises de bec, on finit par être en vue du pays de l'imaginaire. Les voyageurs avaient mis bien des lunes pour l'atteindre, et s'ils ne dévièrent jamais de la bonne direction, ce ne fut dû non pas tant au sens de l'orientation de Peter, qu'au fait que l'île était allée à leur rencontre et les cherchait, sans quoi personne ne peut voir ces rivages magiques. C'est ici. Où ça, je veux voir. Toutes les flèches pointent dans sa direction. En effet, 1 million de flèches d'or indiquaient l'île aux enfants. C'étaient les rayons du soleil couchant qui voulaient rassurer ses petits amis avant de les quitter pour la nuit. Wendy, John et Michael, dressés en l'air sur la pointe des pieds, purent jeter leur premier coup d'œil sur l'île. Si curieux que cela paraisse, ils la reconnurent aussitôt. Et, jusqu'au moment où la peur allait s'emparer d'eux, ils ne cessèrent de la saluer joyeusement, non comme une chose à laquelle on a longtemps rêvé et que l'on voit enfin, mais plutôt comme un ami intime chez qui l'on retourne régulièrement passer ses vacances. John, ta lagune! Wendy, vois les tortues qui enterrent leurs œufs dans le sable. John, j'aperçois ton flamant rose à la patte cassée. Regarde Michael, voici ta grotte. Qu'est-ce que c'est ça là-bas dans les taillis? Une louve avec ses petits. Wendy, je crois bien que c'est ton louveteau. Mon bateau, John, avec ses flancs défoncés. Mais non, le tien tu l'as brûlé. C'est quand même lui, John. Oh, je vois la fumée du camp des guerriers Picanini. Où? Montre-moi où, et je te dirai s'ils sont sur le sentier de la guerre, à la façon dont s'échappe la fumée. Ici, de l'autre côté de la rivière mystérieuse. Ça y est, je le vois aussi. Oui, ils sont bien sur le sentier de la guerre. Peter se sentait un peu frustré. Ils étaient si bien renseignés sur l'île. Mais s'il voulait les épater, il tenait sa revanche à portée de la main. Car ne vous ai-je pas dit que la peur allait bientôt s'emparer d'eux? Cela ne manqua pas de se produire lorsque les flèches d'or disparurent, laissant l'île dans l'obscurité. Même à la maison, à l'heure du coucher, le pays de l'imaginaire devenait toujours un peu sombre et inquiétant. Il y rôdait des ombres noires, le rugissement des fauves s'élevait, menaçant, et l'on n'était plus du tout certain de remporter la victoire. Heureusement, il y avait les veilleuses, et l'on n'était pas fâché d'entendre Nana vous dire que cette chose là-bas, c'était simplement le manteau de la cheminée, et le pays de l'imaginaire, une pure invention. Car, bien sûr, à la maison, on faisait seulement semblant d'y croire. Mais maintenant, il était là, bien réel. Il n'y avait plus de veilleuse pour l'éclairer, et l'ombre s'épaississait à chaque instant. Et où était Nana? Jusque-là, chacun avait volé séparément. À présent, tous se pressaient autour de Peter. Il avait enfin abandonné ses manières insouciantes. Ses yeux étincelaient. Et chaque fois que les enfants le touchaient, un picotement les parcourait. Ils survolaient en ce moment l'île redoutable, à si basse altitude que leur visage frôlait la cime des arbres. Ils progressaient lentement, avec effort, comme repoussés par des forces hostiles. Parfois, ils restaient suspendus dans l'air et il fallait que Peter le batte de ses poings pour leur frayer la voie. Ils veulent nous empêcher d'atterrir. Qui ça, il? Il ne pouvait pas le dire. Ou bien ne le voulait-il pas? La fée Clochette dormait sur son épaule, il l'éveilla et l'envoya en éclaireur. De temps à autre, lui-même faisait une pause, mettait la main à son oreille, écoutait, puis de nouveau fixait la terre avec des yeux si brillants qu'il semblait percer 2 trous dans le sol. Son courage faisait presque peur. Que préfères-tu? Une aventure tout de suite ou d'abord prendre le thé? D'abord prendre le thé. Et Michael serra la main de Wendy avec reconnaissance. Plus courageux, John hésitait. Quel genre d'aventure? Il y a un pirate endormi dans la pampa juste au-dessous de nous. Je ne le vois pas. Moi si. Et suppose qu'il se réveille. Comment? Tu ne t'imagines pas que je le tuerai pendant qu'il dort? D'abord je le réveillerai, ensuite je le tuerai. C'est toujours comme ça que je procède. Et tu en tues beaucoup? Des tas. Épatant. Fit John qui décida de prendre le thé d'abord. Il demanda encore s'il y avait actuellement de nombreux pirates dans l'île, et Peter répondit qu'il n'en avait jamais tant vu. Qui est leur capitaine? Crochet. Son visage s'était durci en prononçant ce nom haï. James Crochet? Oui. Michael se mit à pleurer, et John ne parlait plus que par hoquet, car tous deux connaissaient la réputation de Crochet. C'est l'ancien maître d'équipage de Barbe Noire. C'est le pire de toute la bande. Le seul homme qui ait jamais redouté Barbecue. C'est bien lui. Il est gros, hein? Pas aussi gros qu'autrefois. Que veux-tu dire? J'en ai coupé un morceau. Toi? Oui, moi. Je ne voulais pas t'offenser. Passons. Quel morceau? Sa main droite. Alors il ne peut plus se battre? Tu parles. Il est gaucher? Il a un crochet de fer à la place de la main droite. Il s'en sert pour griffer. Griffer? Écoute, John. Oui?
Non, tu dois dire oui, capitaine. Oui, capitaine. Tous les gars qui servent sous mes ordres doivent me promettre une chose. Et toi comme les autres. John pâlit. Voilà. Si nous rencontrons Crochet dans la bataille, tu dois me le laisser. Je te le promets. En ce moment, Clochette éclairait la route, et cela les rassurait de s'entreapercevoir les uns les autres. Comme elles ne pouvaient voler aussi lentement, elles voletaient en cercle autour d'eux et les entouraient d'un halo de lumière. Wendy trouvait délicieux de se mouvoir dans un halo de lumière, mais son plaisir ne dura guère, car Peter annonça soudain. Claude me signale que les pirates nous ont aperçus avant la tombée de la nuit et qu'ils pointent le long tome sur nous. Leur gros canon? Ils doivent voir la lumière de Clochette et s'ils se doutent que nous sommes à côté d'elle, ils sont capables de tirer. Wendy! John, Michael! dis-lui de s'éloigner. Mais Peter refusa. Ah non! Elle pense que nous nous sommes trompés de route et elle est plutôt effrayée. Je vais pas la chasser quand elle a peur tout de même. Le cercle lumineux fut brisé un instant, et Peter sentit qu'on le pinçait amicalement. Alors dis-lui de s'éteindre! Elle ne peut pas, c'est à peu près la seule chose que les fées ne savent pas faire. Elles s'éteignent d'elles-mêmes lorsqu'elles s'endorment, tout comme les étoiles. Alors dis-lui de s'endormir tout de suite! Elle ne peut pas dormir si elle n'a pas sommeil. C'est l'autre chose que les fées ne savent pas faire. En somme, les deux choses qui vaudraient la peine d'être faites. Grommela John, qui sentit qu'on le pinçait, mais sans aménité. Si l'un d'entre nous a une poche, on pourrait la mettre dedans. Hélas, ils étaient partis si précipitamment qu'à eux quatre, ils ne pouvaient fournir une seule poche. Mais Peter trouva la solution. Le haute forme de John. Chloé accepta de voyager en haute forme, à condition qu'on le portât à la main. Elle espérait être portée par Peter, mais ce fut John qui s'en chargea. Puis, sous prétexte qu'il se cognait le genou en volant, il passa le chapeau à Wendy. Et comme Chloé ne pouvait supporter de devoir quelque chose à Wendy, cette circonstance allait fatalement conduire à la catastrophe. Le haut de forme, masquant complètement la lumière de la fée, ils continuèrent à voler en silence. C'était le plus silencieux de tous les silences qu'ils aient jamais connus, rompu seulement par un clapotis lointain. Ce sont les bêtes sauvages qui se désaltèrent à un guet. Puis par un crissement qu'on aurait pu attribuer à des branches d'arbres frottant l'une contre l'autre, si Peter n'avait précisé que c'étaient les Indiens Pickaninnies en train d'affûter leurs poignards. Puis on n'entendit plus rien. Pour Michael, pareille solitude était terrifiante. Si seulement quelqu'un voulait bien faire du bruit. Comme pour combler ses vœux, un fracas épouvantable déchira l'air. Les pirates venaient de tirer un boulet de canon sur eux. Les montagnes se transmirent ce coup de tonnerre de l'une à l'autre, et chaque écho semblait gronder sauvagement. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? C'est ainsi que, sans ménagement, les enfants apprirent à distinguer la différence entre une île pour faire semblant et la même île pour de vrai. Quand le calme fut revenu dans les cieux, John et Michael se retrouvèrent seuls dans les ténèbres. John pédalait machinalement dans l'air, et Michael, sans savoir flotter, flottait. Es-tu blessé? Je sais pas encore. Nous voilà rassurés pour ces deux-là. Quant à Peter, le vent du boulet l'avait chassé au-dessus de la mer, tandis que Wendy était projetée vers le haut avec Clochette pour toute compagnie. L'idée vint-elle subitement à Chloé, ou avait-elle préparé son coup à l'avance? Toujours est-il qu'elle surgit du haut de forme et se mit à guider Wendy tout droit vers sa perte. Chloé n'était pas foncièrement méchante. Plus exactement, elle était tantôt foncièrement méchante, tantôt foncièrement bonne. Les fées ne peuvent être que tout l'un ou tout l'autre. Elles sont si petites qu'il n'y aurait pas place en elles pour plusieurs sentiments à la fois. Néanmoins, il leur est permis de changer, à condition de changer complètement. Clochette était maintenant toute jalousie à l'égard de Wendy. Elle tintinabulait dans sa langue des mots que Wendy ne pouvait comprendre et qui sonnaient agréablement à l'oreille. Mais je n'oserais affirmer que ses propos fussent tout à fait aimables. Elle voltigeait en avant, puis revenait vers Wendy, ce qui signifiait, sans erreur possible, « Suis-moi et tout ira bien ». Wendy n'avait pas le choix. Elle appela Peter, John et Michael. John! Seul l'écho moqueur lui répondit. Elle ignorait encore que la fée lui vouait une haine farouche, une vraie haine de femme. Désorientée, hésitante dans son vol, elle abandonna son sort entre les mains de Clochette.